Aviez-vous déjà traité un problème de barycentre faisant intervenir de la trigonométrie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui est en fait la suite de l'épreuve que nous avions déjà commencé à traiter. Mais avant de commencer, nous allons présenter une méthode simple qui vous montre comment étudier sur YouTube, comment étudier les mathématiques sur YouTube. La toute première chose, c'est de s'assurer que les contenus que vous regardez couvrent votre programme d'études. Ne dispersez pas vos énergies sur des vidéos qui ne vous concernent pas. Une fois que vous assurez que les contenus traités est le contenu de votre programme, pensez à télécharger les contenus pour pouvoir les revoir plusieurs fois hors réseau. Autre chose, il est important de visionner plusieurs fois les vidéos en prenant des notes ou même en traitant tout simplement les questions traitées ici, soit avec votre méthode, soit en reprenant la manière qui est faite dans la chaîne. Donc voilà les conseils que nous pouvons vous donner et si vous les suivez, vous allez progresser rapidement. Top! Première question de notre exercice. Pour quelle valeur de x? Déjà présentons l'énoncé. Nous allons un peu trop vite là. Nous avons 3 points A, B, C qui sont non alignés du plan et E, un milieu ou alors le milieu du segment AC. X, un réel de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. À la première question, il est demandé de déterminer les valeurs de x pour lesquelles le système que nous avons ici présent A, virgule, cosinus carré x, B, virgule, cosinus sinus carré x, autant pour moi c'est cosinus 2x. Pour quelle valeur de x ce système n'est pas un barycentre? C'est ce qui nous intéresse à la première question. Bien, nous savons que le barycentre de 3 points est défini lorsque la somme des coefficients de ces points est non nulle. Donc, il s'agit de déterminer les valeurs de x pour lesquelles la somme vectorielle ci est différente de 0. Or, cosinus 2x vaut cosinus carré x moins sinus carré x, ce que nous avons ici. Et nous avons juste copié ces valeurs-ci qui proviennent en fait de la somme du coefficient de A, du coefficient de B et du coefficient de C. On a juste additionné les trois coefficients. Nous voulons que ces coefficients-là soient non nuls pour que G existe. Donc, nous arrivons à ce niveau, nous additionnons les cosinus carrés puisque nous avons cosinus carré x à ce niveau et cosinus carré là, ça nous fait 2 cosinus carré. Et sinus carré x à ce niveau et moins sinus carré x à ce niveau, les deux s'en vont. Et à ce niveau, nous avons 2 cosinus carré x qui doit être non nul, ce qui nous amène à cosinus carré x non nul, c'est-à-dire cosinus x non nul, ce qui revient à dire que cosinus x doit être différent de cosinus pi sur 2, puisque nous pouvons remplacer 0 par cosinus pi sur 2, cosinus pi sur 2 étant aussi la valeur de 0. Bien, donc, le barycentre Gx existe lorsque x est différent de pi sur 2 plus kpi. Bien. Maintenant, nous cherchons les valeurs de x pour lesquelles ce barycentre n'existe pas. Donc, les valeurs de x pour lesquelles ceci ne possède pas un barycentre. Ça veut dire qu'il s'agit de prendre les valeurs x qui sont en fait égales à pi sur 2 plus kpi. C'est pour ces valeurs que le système présenté en haut ne possède pas de barycentre. Voilà. Place à la deuxième question à présent. Nous considérons donc que ce barycentre existe. Cela veut dire que x est donc différent de pi sur 2 plus kpi. On considère donc x un point de i, l'intervalle moins pi sur 2 plus l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Et nous devons montrer que le vecteur E Gx est égal à 1 demi de tangente carré x BC.
nous savons que Gx est donné par la relation Gx égale barycentre de A pondéré de cosinus carré x, B pondéré de sinus carré x, C pondéré de cosinus 2x. Cette égalité nous donne la relation AGX est égal à cette relation-ci multipliée par cette valeur plutôt multipliée par AB et celle-ci encore qui multiplie BC. Mais comment est-ce qu'on l'obtient, ces deux fractions? Puisque nous avons A, B, C, des coefficients que nous voyons sous le tableau ici, qui est le barycentre de Gx. Puisque nous avons A, Gx à ce niveau, nous devons encore avoir dans le même sens A et l'autre point, donc B, plus A et l'autre point C. Je reprends encore que le point qui accompagne G de ce côté doit être présent là et là. Cela signifie que si c'était B qui accompagnait G, on devait avoir B qui commence ici et B qui commence là. Une fois que nous avions placé les vecteurs A, B et AC, nous regardons le point qui se termine sur le premier vecteur. Il s'agit du point B. Son coefficient doit être placé en haut de la somme des coefficients qui est en bas, puisque en bas de chaque fraction qui va accompagner les vecteurs déjà cités se trouve la somme des coefficients pondérés ici. Donc le point B, on regarde dans son coefficient et son coefficient ici c'est sinus carré x et on place donc ce coefficient en haut et en bas on renseigne juste la somme de tous les coefficients. Plus maintenant encore une fois la somme de tous les coefficients en bas de notre fraction au dénominateur et C qui accompagne le vecteur AC, son coefficient est relevé au-dessus de la fraction. Donc à chaque fois, pour résumer, à chaque fois le point qui est derrière son coefficient se retrouve devant, au-dessus. Le point qui est derrière ici, son coefficient se retrouve au-dessus de chaque fraction. Maintenant, il faut faire très attention par rapport à quelque chose. Cela se fait lorsque c'est le point cité dans le barycentre qui est devant. Si c'est G, le G, si c'était G qui était devant et A derrière, dans les vecteurs exprimés à l'intérieur, on devrait aussi placer A derrière. Et B devait être devant, C devant, et dans ce cas, les coefficients de B, le coefficient de B devrait toujours être au-dessus de la fraction, le coefficient de C toujours au-dessus de la fraction. Donc cela ne devrait pas changer la valeur des fractions que nous avons. Bien, une fois que tout cela est compris, nous savons que nous voulons exprimer le vecteur EGX en fonction du vecteur CB. Nous avons la relation AGX. AGX est égal à cette relation que nous avons ici, et dans cette relation vectorielle que nous avons là, nous n'avons aucune présence du vecteur CB. De même, au niveau de AGX, nous n'avons aucune présence du vecteur EG. Donc la démarche consiste donc à construire ces valeurs. Nous allons commencer même par construire le vecteur EGX. Bien. Introduisons donc au niveau du vecteur AGX le point E. Par la relation de chasse bien sûr, nous arrivons à AE plus EGX est égal à la relation vectorielle que nous avons à ce niveau. Bien. Nous tirons donc le vecteur AE que nous envoyons. Nous tirons ce vecteur ici et nous l'envoyons de l'autre côté pour qu'il laisse le vecteur EGX libre dans cette égalité, puisque c'est lui que nous cherchons au niveau de la démonstration. Donc, nous l'isolons. Nous avons déjà le vecteur EGX qu'on n'avait pas, exprimé en fonction d'autres vecteurs. Maintenant, notre problème est que ces vecteurs que nous avons ici ne présentent pas parmi eux le vecteur CB. Donc, il est question de manipuler ces trois vecteurs pour obtenir le vecteur CB. Nous pouvons donc pour cela utiliser la relation de Chasles déjà. Mais avant ça, nous allons remarquer que E est le milieu de AC, raison pour laquelle AE c'est 1,5 de AC. Donc moins AE c'est alors moins 1,5 de AC.
et nous recopions déjà les relations que nous avions. Déjà en haut dans le vecteur, cette fraction vecteur AB et cette fraction aussi vecteur AC sont juste religieusement copiées à la troisième ligne. Maintenant, à la ligne suivante, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tout simplement introduire à l'aide de la relation de Chasles le point C à ce niveau. Et lorsque nous le faisons, le vecteur CB apparaît. Donc nous introduisons le point C à ce niveau dans le but de créer le vecteur CB. Une fois que cela est fait, nous pouvons donc penser à présent à simplifier les fractions encombrantes que nous avons ici. Nous avons deux fractions très encombrantes là que nous allons simplifier. Et pour cela, nous remplaçons donc cosinus 2x par sa valeur qui est cosinus carré x moins sinus carré x. Nous remplaçons cette valeur au niveau des deux fractions. La fraction c'est celle-ci. Bon, donc, une fois que cela est fait, cosinus carré x ici s'additionne. Cela nous donne cette relation que nous avons là. Les sinus carrés s'en vont puisqu'ils sont opposés. Au-dessus ici nous avions sinus carré x, c'est toujours copié, ça ne change pas. Et nous avons CB ici qui était là. Maintenant, CB provient du fait que, ayant déjà regroupé les cosinus carrés là et ayant simplifié les sinus carrés, la fraction C qui était très encombrante se limite maintenant à sinus carré x sur 2 cosinus carré x que nous avons ici. Et maintenant, nous avions donc développé cette fraction sur la somme vectorielle qui était à l'intérieur des parenthèses. Raison pour laquelle nous avons BC ici, mais BC devant. Donc, nous avons fait ceci fois BC, ce qui nous a donné ça. Maintenant, toujours ceci fois AC. Rappelons que ceci a été simplifié et ça a donné ceci. Bon, donc, en multipliant donc ce résultat-ci fois AC, nous avons ceci. Sinus carré x sur 2 cosinus carré x. Bien. Nous observons que CB est apparu. Mais nous avons encore AC. Mais AC n'est pas ce que nous cherchons. Mais nous avons déjà 3 fois AC. Quand je parle de 3 fois AC, nous avons AC dans la relation ci. Nous avons AC dans la relation là. Nous avons AC dans cette relation. Il est donc mieux de regrouper tout ça en un seul vecteur AC. Ce qui va se faire en factorisant par AC. Nous mettons AC à l'extérieur ici. Et nous allons regrouper les coefficients de AC. Ce qui nous donne donc cette valeur que nous avons là. Et nous additionnons donc les éléments qui sont au-dessus. Puisque les 3 fractions étant de même dénominateur, il s'agit juste d'additionner les numérateurs. Les numérateurs que nous avons donc ici en haut. Bon, donc cosinus carré x ici et cosinus carré là s'en vont. Sinus carré x et sinus carré x ici s'en vont, étant donné que tous sont opposés. Nous avons donc 0 qui multiplie le vecteur AC, donc le vecteur AC ici disparaît. Il nous reste donc cette valeur ci. Or, cette valeur ci, c'est 1/2 de tangente carré x, et puisque c'était multiplié par BC, BC, ce qui achève donc notre démonstration. Place à la question 2b. En déduit le lieu géométrique de G lorsque x décrit I. Bien. Lieu géométrique de G lorsque x décrit I. Ce que nous allons déduire. Déjà, puisque c'est une déduction, cela signifie que nous allons utiliser les résultats déjà établis. Qu'est-ce que nous savons de Gx? C'est qu'en fait, le vecteur EGX est égal à 1/2 de sinus carré GC. Donc, nous allons donc forcément utiliser cette relation. Pour déterminer le lieu décrit par Gx lorsque x décrit cet ensemble-ci, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est x se déplace librement dans cet intervalle. Si x se déplace librement dans cet intervalle, étant donné que EGX vecteur est égal à 1/2 de x de tangente carré x CB, étant donné que nous avons une telle relation, cela signifie que lorsque x change de valeur dans cet intervalle, puisque x est inconnu, mais à l'intérieur de cet intervalle, la valeur de tangente x aussi change. Puisque la valeur de tangente x change, cela veut dire que la taille du vecteur EGX aussi change. Mais cependant, le vecteur EGX reste collinéaire au vecteur
1/2 de tangente carré x. Cela signifie qu'à chaque fois, la droite EGX restera toujours parallèle à la droite BC. Voilà. Maintenant, x, lorsque x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, bien sûr, des deux côtés, tangente existe et est une valeur réelle. Tangente x, bien sûr. Et son carré est donc positif, comme tout carré dans R, bien sûr. Ainsi, l'écriture du vecteur EGX égale 1/2 de tangente carré x égale, je vais dire BCB, traduit que GX décrit la demi-droite parallèle délimitée par E, délimitée en E et parallèle à BC. Et tel que EGX et CB est le même sens. Pourquoi le même sens? Parce qu'en fait, le coefficient qui multiplie le vecteur CB ici est donc positif. Lorsqu'il est positif, ça veut dire que EG et CB sont dans le même sens. Bon, donc voilà la relation que nous avons. Place à la question 3 maintenant, qui nous demande de déterminer une condition sur tangente carré x pour laquelle CB, norme de CB est supérieure à norme de 6 EGX vecteur, bien sûr. On a la relation des normes C. Nous avons comme condition CB, norme supérieure à 6 EG en norme. Cela signifie que en réalité, nous pouvons remplacer le vecteur EGX par sa valeur, ce qui nous donne cette relation-ci. Le vecteur EGX ayant été remplacé par sa valeur, nous avons cette relation à ce niveau. Et nous multiplions tout simplement les chiffres que nous avons à l'intérieur de la norme ici, donc 6 fois 1/2, ce qui nous fait 3 tangente carré x toujours, puisque c'était déjà présent là. Maintenant, un nombre qui multiplie un vecteur, si le vecteur est seul dans la norme, le nombre peut sortir et multiplier la norme du vecteur. Ce qui nous pousse donc à écrire ici 3 tangente carré x multiplié par norme de BC. Bon, donc, norme de CB devient donc la distance CB. Et norme de CB de ce côté aussi est la distance CB. Étant donné donc que les distances sont positives, nous pouvons simplifier de part et d'autre de l'inégalité en conservant le sens de l'inégalité, bien sûr, ce qui nous conduit à dire que 1 est donc supérieur à 3 tangentes carré x, ce qui signifie donc que 1 tiers est supérieur à tangente carré x. Et nous avions donc trouvé la condition portant sur tangente carré x pour laquelle les normes-ci sont données de cette façon. Bien. Maintenant, place à la question 4, à la dernière d'ailleurs, nous allons déterminer une condition portant sur I pour laquelle la même norme, la norme ci, est supérieure toujours à la norme de ce vecteur. Nous rappelons donc que nous avions déjà déterminé une condition sur tangente carré x pour qu'on ait cette relation-ci. Cette condition-là, voici ce qui a été établi à la question juste précédente, étant donné que cette relation-ci conduit à celle-ci. Si nous voulons établir une condition sur x, il est intéressant de penser à cette condition-ci. Or, cette condition-ci, qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Elle nous renvoie qu'en mettant une racine de part et d'autre de l'inégalité, nous pouvons le faire puisque nous avions deux valeurs positives. Nous allons nous retrouver avec valeur absolue de tangente x, qui est donc inférieure à 1 sur racine de 3. Ce qui signifie que tangente x est compris entre 1 sur racine de 3 et moins 1 sur racine de 3. Maintenant, comment résoudre ce type d'inéquation? Nous allons tracer un cercle trigonométrique et nous allons placer les points intéressants. Ça veut dire déjà, nous allons placer l'axe de tangente puisque c'est tangente qui nous intéresse ici. Voici l'axe de tangente à ce niveau. Une fois que l'axe de tangente est placé, nous allons chercher à placer les valeurs 1 sur racine de 3 et moins 1 sur racine de 3 sur l'axe de tangente. Mais pour placer ces valeurs, il est important de
de placer l'angle de tangente. Il est important de placer sur le cercle trigonométrique l'angle dont tangente vaut 1 sur racine de 3 et l'angle dont tangente vaut moins 1 sur racine de 3. Nous nous rappelons donc que l'angle pi sur 6 a pour tangente 1 sur racine de 3. L'angle moins pi sur 6 a pour tangente moins, a pour tangente moins 1 sur racine de 6. Bien, une fois que ces deux valeurs placées sur le cercle trigonométrique, je rappelle encore qu'on commence par les placer. On place pi sur 6 et moins pi sur 6. Une fois que les deux valeurs sont placées sur le cercle trigonométrique, nous allons donc tracer, nous allons rejoindre le centre du cercle trigonométrique au point placé et nous allons trouver l'intersection avec l'axe de tangente. Rappelons que l'axe de tangente doit frôler le cercle au point 0 et être parallèle à l'axe des ordonnées. Donc c'est cette valeur-ci. L'intersection donc avec la droite qui passe par le centre du cercle trigonométrique et le point où on a placé l'angle ici correspond au tangente de l'angle. Cela est vrai pour toutes les angles. Donc si vous voulez déterminer la position sur l'axe de tangente d'un angle, il suffit de placer l'angle là sur le cercle trigonométrique, rejoindre le point trouvé avec le centre du cercle trigonométrique et chercher l'intersection avec l'axe de tangente qui est pointé ici. Bon, l'intersection ici, ça veut dire que c'est 1 sur racine de 3 est situé à ce niveau. De même, nous allons faire le même travail pour moins pi sur 6 et nous allons voir que en reliant le centre du cercle trigonométrique avec ce point, et si nous étendons un peu notre droite, nous allons toucher l'axe de la tangente à ce niveau, ce qui nous donne alors la valeur de tangente de moins 1 sur racine de 3. Autant pour moi. Bien. Une fois que ces deux valeurs sont placées, nous revenons au niveau de la condition. Observez qu'on recherche les x dont la tangente serait comprise donc entre moins 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 3. Donc cette zone-ci. Il s'agit bien de cette zone, puisqu'on veut que tangente soit compris dans cette zone. Par rapport au mécanisme qui nous projette tangente sur l'axe-ci, nous observons donc qu'il s'agit des arcs qui sont compris ici. Tout angle compris ici, si on le relie avec le centre, du cercle trigonométrique et on projette en allant dans ce sens-ci, nous allons toucher l'axe de tangente dans cette zone. Donc toute cet axe-ci est concerné par cette condition, mais pas seulement, même l'arc qui est de ce côté. Pourquoi? Parce que lorsque nous choisissons, je choisis au hasard un point ici. Si je choisis un point à ce niveau et que je le relie avec le centre, si je poursuis de ce côté, vous voyez bien que nous allons effectivement toucher la zone que nous recherchons, puisque nous voulons toucher la zone qui est comprise entre 1 sur racine de 3 et moins racine de 3. Donc, les deux morceaux d'axe sont concernés. Maintenant, nous voulons résoudre le problème dans I. Rappelons que I, c'est l'intervalle moins pi sur 2 fermé. Donc, nous devons lire le cercle trigonométrique dans ce sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et en partant de moins pi sur 2, si nous partons de moins pi sur 2 et que nous voulons lire les solutions, puisque les solutions sont les arcs de cercle assurés ici et là, si nous partons d'ici, nous n'avons aucune solution dans cette zone. Nous avons à partir d'ici, en partir de moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6, la solution. Et si nous remontons, nous devons nous arrêter à pi sur 2, puisqu'on nous a demandé de résoudre dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Nous devons nous arrêter donc au niveau de pi sur 2. Et nous ne pouvons pas traverser pour lire les solutions qui sont de ce côté. Donc l'ensemble de solutions recherchées est l'intervalle que nous avons ici à ce niveau. Il s'agit donc de l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 6. Ce qui achève donc l'exercice et achève donc
notre vidéo.